En Iran, l'année 2019 n'aura pas été seulement marquée par le 40e anniversaire de la révolution islamique de 79, célébrée en grande pompe par les dignitaires du régime. Elle aura surtout vu de nouveaux et nombreux mouvements de contestation très puissants et profonds, témoigner d'une situation sociale et politique, économique aussi, devenue insupportable pour une grande partie de la population. Nous en parlons ce matin avec notre invité Fariba Ashtrodi. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être ici. Vous êtes écrivaine et journaliste. Vous vivez à Téhéran et témoignez régulièrement de la situation dans le pays. Avant d'en venir justement à cette situation sociale, à la contestation et aux formes qu'elle prend en cette fin d'année 2019, Fariba Ashtrodi, j'aimerais qu'on évoque le sort de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelra, arrêtée en juin dernier officiellement pour espionnage. Elle a débuté une grève de la faim le 24 décembre. Avez-vous des nouvelles de Fariba Adelra? Écoutez, pas plus que vous, hélas, mais d'abord, je trouve ça évidemment inadmissible. Ça a été stupéfiant pour tout le monde, d'autant plus que je me souviens, à chaque fois que j'étais avec Fariba Adelra sur des plateaux, j'étais plutôt beaucoup plus sévère et disons, critique vis-à-vis de la République islamique. Elle est anthropologue, on peut le dire. Absolument, elle est anthropologue, elle fait un travail sur l'islam chiite. Tout à fait, tout à fait. Elle n'a pas un discours critique qui est mis en avant comme ça sur la République islamique. Non, pas du tout, pas du tout. Mais même, elle arrondissait souvent les angles en disant bon, il faut comprendre la révolution jeune, etc., etc. Donc, c'est incompréhensible, mais en même temps, quand on connaît les arcanes du pouvoir iranien, on sait que effectivement, c'est des prises d'otages, en fait, pour des échanges contre d'autres prisonniers, pour la politique, contre la politique de la France vis-à-vis des groupes et des groupes d'opposition, etc. En tout cas, c'est inadmissible et j'espère qu'elle pourrait être libérée sous peu, parce que elle et l'autre chercheur français qui est également pris en otage là-bas, qui est, alors lui, il est encore plus incompréhensible. La diplomatie française a essayé ces jours derniers justement de venir à leur secours en faisant pression sur Téhéran, qui de son côté parle d'ingérence. Venons-en au fait, Fariba Ashtrodi, quel rapport de force se joue en ce moment sur les binationaux? Il y a un rapport de force interne à l'Iran. Ils sont probablement, et en tout cas c'est le cas pour Fariba Adelra, aux mains des gardiens de la révolution. Oui, enfin, ça aussi c'est très difficile à dire. Effectivement, on pense que c'est réellement les services de renseignement des gardiens de la Révolution qui décident de ce genre d'arrestation, mais néanmoins c'est trop opaque pour être sûr de ça. La position des binationaux, on n'arrête pas de me dire, ne rentre surtout pas en Iran. Vous voyez, bon, il y a une peur terrible. Il y a effectivement, on peut être monnaie d'échange, mais en même temps, il y a une logique interne incompréhensible pour le commun des mortels, et je ne dis pas que je la comprends, cette logique. Aller savoir qui est monnayable, qui n'est pas monnayable, pourquoi on fait ceci, pourquoi on arrête un tel ou pas un tel, une telle ou pas. Donc, on ne sait pas. Sur la politique de la France, j'aimerais dire quelque chose, c'est que la France menace de couper absolument toutes les relations scientifiques avec l'Iran. Et là, ça serait une grande erreur parce que c'est encore pénaliser la société civile et les universitaires iraniens qui travaillent dans des conditions terribles. Et ça serait vraiment une chose à éviter. Il ne faut pas aller dans le sens de ce que fait M. Trump, où on voit les dégâts et où on est arrivé à ce chaos absolument dont on ne voit pas l'issue. Ouais. Et pour l'instant, la France essaye quand même de faire un travail de médiation, peut-être entre l'Iran et les États-Unis, en tout cas officiellement. Totalement. Donc oui, on n'en est pas encore à cette extrémité dont vous venez de parler. Il y a eu des menaces en disant qu'on arrêterait complètement les relations scientifiques entre l'Iran et la France, etc. Ce qui peut être compréhensible, mais qui n'est tout ce qui est compréhensible n'est pas valable forcément. Oui, la France a échoué dans son effort de médiation. Hélas et malheureusement, je le regrette. Je pense que j'ai toujours dit que la France avait un rôle très important à jouer.
Peut-être que si à l'époque où M. Macron devait venir en Iran, s'il était venu en Iran, alors évidemment, avec des peut-être, on ne peut pas changer le cours des événements, mais néanmoins, il y a, pour le moment en tout cas, un durcissement des deux côtés, et d'une grande part, effectivement, une grande part de responsabilité vient également d'abord, à mon sens, à cause des sanctions, et après, la politique interne de l'Iran et la demeure du guide qui est pointée de toutes parts en disant c'est le guide qui ne laisse pas, qui donne vraiment les directives de la stratégie iranienne, et qui est une stratégie de confrontation anti-américaine. C'est depuis 40 ans, le capital de la République islamique, c'est la guerre contre les États-Unis. Ouais. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Je me demande, je n'en sais rien. Et avec M. Trump, ça s'exacerbe. Et les sanctions n'arrangent rien, malheureusement. Ouais. On va venir justement à ça. Hein. C'est Roland Marshall dont on parlait il y a un instant, collègue et ami de Fariba Adelra, spécialiste lui, de l'Afrique de l'Est, qui a été interpellé en même temps qu'elle et qui est effectivement emprisonné encore à Téhéran. En novembre, d'importantes manifestations ont eu lieu, Fariba Ashroudi, à travers tout le pays, des manifestations dont on a pris la mesure de l'ampleur seulement quelques jours plus tard, parce qu'on va y revenir aussi, mais il y a eu une coupure d'Internet assez majeure. Un blackout dans le pays au niveau des systèmes de communication et des réseaux sociaux. C'est quand même l'annonce de l'augmentation du prix de l'essence qui a provoqué ces manifestations. C'est quand même directement lié aux sanctions américaines, même si effectivement l'incurie du gouvernement et du régime en place est régulièrement contestée aussi par les manifestants. Tout à fait. Je vous remercie de présenter ça tel quel, parce que effectivement, vous savez, j'ai eu un appel hier d'un jeune que j'aime énormément, qui est un peu mon fils adoptif en Iran, et qui m'a dit Madame Ashroudi, si vous avez vraiment, soyez notre voix. Nous sommes pris en étau entre deux forces destructrices. D'une part, les sanctions américaines qui sont en train de nous étouffer. D'autre part, l'incurie et le jusqu'au-boutisme des purs et durs à l'intérieur du pays. Et nous, les jeunes, on ne voit plus l'issue. Moi, qui veux rester en Iran, qui veux être iranien, il parle à merveille le français, il pourrait facilement venir en France. Il refuse. Mais alors que, vraiment, 90% des gens que j'ai rencontrés récemment veulent partir. Donc, effectivement, les sanctions américaines ont créé une situation de désespoir, que ce soit des parents qui ne peuvent pas soigner leurs enfants, que ce soit le petit peuple qui n'a plus rien. Vraiment, en désespoir de cause, ils sont venus dans la rue. Que ce soit la classe moyenne qui s'appauvrit de jour en jour. Et effectivement, face à ça, ce que fait le gouvernement, c'est des décisions absurdes, prises à la va-vite, sans consultation. Et ça donne effectivement ce que ça, la violence des manifestations. Et voilà, notamment aussi de l'opposition. On a l'impression que le gouvernement, quand même, qui est présenté comme progressiste, d'Hassan Rouhani, lui aussi est en étau. Ce blocage d'Internet, c'est le signe d'une grande fébrilité. La radicalisation aussi d'une certaine opposition. Mais bien sûr, j'allais dire, la violence n'est pas venue des manifestants. C'était des manifestations... Alors, comme ici, je veux dire, les gilets jaunes, il y a toujours des extrêmes qui viennent, qui cassent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de casseurs. Les Moudjahidines du peuple, par exemple ? Écoutez, les connaissants, il se peut très bien, effectivement, qu'il y ait des éléments qui soient allés pour radicaliser les gens et pour casser, ils sont organisés pour ça. Néanmoins, tant que le gouvernement ne donne pas les chiffres, tant que le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas aucun communiqué officiel sur les victimes, sur les arrestations, sur ce qui s'est passé. Et hier, j'ai vu qu'effectivement, les médias des gardiens de la Révolution, parce que ça commence vraiment, les gens sont exaspérés. Les familles de victimes sont exaspérées. On arrête les parents des victimes. Il y a eu des centaines de morts, on peut le rappeler. Il y a eu 304 morts officielles. Et beaucoup plus, sans doute. Beaucoup plus, on parle de 1500. On parle de 1500. Ça, c'est Reuters, effectivement, qui a chiffré. Exactement. Mais pour l'instant, les chiffres de l'Amnesty, c'est 304 avec des noms, avec des lieux, en sachant où. Il y a 7000 arrestations et effectivement,
la commémoration, quand les parents des victimes ont voulu commémorer la mort de leurs proches, les parents ont été arrêtés. Les parents de Pouria Bartieri ont été arrêtés et sa grand-mère... mais alors les réseaux sociaux travaillent à merveille. Sa grand-mère a pleuré en disant au moins libérez mes enfants, je ne peux même pas aller sur la tombe de mon petit-fils. Pour venir aux violences, effectivement, c'était une violence aveugle, c'était une violence délibérée, c'était une violence... ordonnée, organisée, et effectivement, là, aujourd'hui, c'est les gardiens de la Révolution qui disent il y a nécessité de mettre la population au courant et de dire qui est venu pour les ennemis. Les ennemis, bon, c'est les ennemis américains, c'est les ennemis royalistes, c'est les ennemis, les moudjahidines du peuple, les ennemis. Mais tant que eux ne présentent pas ça de façon claire et nette, même si moi je pense qu'effectivement il peut y avoir, les royalistes l'ont annoncé également, qu'on a préparé, qu'on prépare les uprisings, qu'on prépare les manifestations depuis des années, mais que le gouvernement ou les officiels à l'intérieur, que ce soit le judiciaire, que ce soit le ministère de l'Intérieur, les gardes ne donnent pas de chiffres, on ne peut, moi je préfère ne rien avancer. Il faut que tout ça soit prouvé. Tout ça sur fond de situation internationale très dégradée dans la région. On va y revenir sans doute, Fariba Ashtroudi. La classe moyenne s'émeut, vous venez de le dire, la classe moyenne qui est très importante en Iran. Ça inquiète beaucoup le régime et le gouvernement notamment d'Hassan Rouhani. Est-ce que le système religieux, 40 ans après la révolution islamique de 79, vous semble aussi rejeté de manière assez générale dans le pays? Absolument, et de plus en plus? Mais totalement. Regardez, écoutez, les slogans des dernières manifestations, ça a été direct. Mort à Khamenei, mort à c'est le guide suprême. Exactement. Je veux dire, ça s'est radicalisé, les slogans se sont radicalisés, et surtout la déception des 20 millions de personnes qui ont voté pour Rouhani, qui ont cru qu'il allait effectivement faire quelque chose. Et qu'il vient, la semaine dernière, ou je ne sais pas, il y a 10 jours, il est venu à la télévision en riant, mais en riant, alors qu'il y a eu 304 morts officielles, en disant qu'effectivement, moi aussi, je me suis réveillé le matin et je ne savais même pas qu'effectivement, le prix de l'essence allait être augmenté. Ça a été un tel dégoût de la population, ça a été un tel tollé de la part qu'il y a un rejet définitif. Pas simplement à cause de leur incurie, pas simplement à cause de l'aberration du système judiciaire. Il faut quand même le redire. Moi, à chaque fois, je dis, on me dit il y a un moratoire sur la lapidation. Néanmoins, sur la loi de la lapidation est toujours en vigueur. Je veux dire, il suffit, qui sait que dans un bled pourri ou pas pourri, il n'y a pas de l'application de la... Tant que ces lois-là ne changent pas, c'est effectivement un rejet total. À telle enseigne, il faut le dire aussi, que cette femme admirable, Madame Salah Chouri, qui est députée à l'Assemblée, elle l'a dit au sein de l'Assemblée en disant « cette Assemblée, c'est une mascarade, on est sous une dictature et effectivement, je ne me représenterai plus ». Donc vous voyez, le rejet n'est pas simplement de la part de la population. Le rejet est maintenant... Moi, je vais dans des administrations et si vous saviez les langues pendues, ce qu'ils le disent net et clair. Donc, c'est tant que ils ne comprennent pas, tant que le guide Khamenei, s'il ne comprend pas ça, vous savez, Rafsanjani, avant sa mort, alors on n'arrête pas de dire qu'on l'a tué, je n'en sais rien, il l'a dit, si la population ne veut plus de nous, on doit s'en aller. Autre chose qui est très intéressant, vous parlez des réseaux sociaux, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a des extraits de discours de Khomeini, donc père de la Révolution, qui dit exactement ce que disent la population aujourd'hui. Et il y a 2 discours que je ne connaissais pas. Khomeini dit « Attention, les va-nu-pieds qui vous ont porté au pouvoir, où vous êtes sur ce trône grâce à ces va-nu-pieds, attention, le jour où vous ne ferez plus attention à eux, ça ne sera plus comme le début de la Révolution de velours contre le chat. Il va y avoir une explosion et nous tous, nous partirons. » Message posthume à son successeur. C'est incroyable, absolument. Et justement, il y a
un autre discours où nommément il s'adresse à Khamenei, où à l'époque déjà à l'époque il avait un problème avec Moussavi qui était le Premier ministre pendant la guerre et qui est sous surveillance maintenant depuis 10 ans, et on parlera, j'espère, justement du message qu'il a donné. Pareil, en disant faites gaffe, parce que si vous continuez comme ça, quand les gens sauront ce qui se passe dans votre tête, ils vous rejetteront dans leur ensemble. Autre message qui a été popularisé pendant les manifestations du mois de novembre, Farida Achroudi, par les manifestants: ni Gaza ni le Liban, ma vie uniquement pour l'Iran. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour les Iraniens. La politique expansionniste iranienne est contestée en interne parce qu'elle est très coûteuse au niveau social, extrêmement au niveau économique. Extrêmement coûteuse. Et vous savez, le régime a joué pendant des années sur le fait que, regardez, vous avez la sécurité à l'intérieur, et cette sécurité, on le doit pour notre puissance régionale. Ouais, ce qui n'était pas totalement entre Damas et ce qui n'était pas totalement faux. Mais à quel prix? À quel prix? Et ça ne marche plus. Ce message ne marche plus, d'autant plus que maintenant, on dénonce le régime aussi bien au Liban qu'en Irak, qu'en Syrie, et qu'effectivement, la population iranienne ne veut plus de cette... Et il dit, c'est d'ailleurs qui nous garantit la sécurité maintenant qu'il y a une confrontation quasi directe avec les États-Unis. Donc, oui, il y a un rejet total, milliards de dollars qui sont dépensés à l'extérieur, et des milliards de dollars qui sont dépensés à l'intérieur pour les officines religieuses. Vous allez rentrer en Iran, oui. Farida Achroudi? Oui. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous hésitiez presque. Non, j'hésite pas. Non, j'hésite pas. J'hésite jamais de rentrer chez moi. C'est chez moi. Merci en tout cas beaucoup d'être venu ce matin sur France Culture. Je renvoie à notre site internet pour l'intégralité de votre bibliographie qui est riche. À noter qu'à 8h20, nous évoquerons la situation en Syrie, et on verra d'ailleurs quel jeu l'Iran y joue encore avec nos deux prochains invités, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos, et le médecin humanitaire Raphaël Pitti. France Culture, 8h. Merci.